Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast, Les pros savent, dédiés à un sujet très important si vous souhaitez lancer un projet entrepreneurial. Vous l'avez compris, nous allons parler de création d'entreprise. Et dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre les bases avant de vous lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Je suis Grégoire Charroyer, expert en création d'entreprise, et depuis 12 ans, j'accompagne les porteurs de projets à lancer leur activité. Mon objectif ? Vous faire partir du bon pied pour pérenniser votre projet. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet crucial pour bon nombre de créateurs d'entreprise. Comment financer son projet. Et nous allons avancer en 3 temps. D'abord, chiffrer le besoin de financement. Ensuite, passer en revue les principales sources de financement disponibles. Et enfin, apprendre à les combiner intelligemment avec des exemples concrets. Donc commençons par la base. On ne finance pas un rêve, on finance un besoin chiffré. Vous devez chiffrer votre besoin financier. Et avant de parler à la banque, avant de vouloir bénéficier de différentes aides ou de chercher des investisseurs, vous devez estimer 3 blocs essentiels. Le premier bloc, ça sera tous les investissements de départ. C'est tout ce que vous devez payer pour pouvoir produire et vendre. Le matériel, les travaux, le dépôt de garantie, le stock initial, les logiciels, votre site internet, les frais de lancement. Et parfois un véhicule ou de l'équipement professionnel. Le deuxième bloc, c'est votre besoin en fonds de roulement, appelé BFR. Le BFR correspond à l'argent dont l'entreprise a besoin en permanence pour financer son exploitation. C'est le décalage entre le moment où vous payez vos fournisseurs et le moment où vos clients vous payent. Par exemple, vous achetez du stock aujourd'hui. Vous payez un prestataire cette semaine, mais vos clients vous règlent dans 30 jours. Ce décalage peut être le premier facteur de tension dans votre trésorerie. Et l'intégration du montant du BFR dans le plan de financement initial est indispensable pour bien couvrir l'intégralité de vos besoins financiers. Le troisième bloc, c'est d'avoir une marge de sécurité, parce qu'un lancement sans imprévu, c'est rare. Il peut y avoir des retards de chantier, un client qui vous paye plus tard que prévu, des coûts marketing plus élevés, une saisonnalité mal anticipée ou simplement une montée en charge plus lente de votre activité. Et une fois ces 3 blocs estimés, vous pouvez construire un plan de financement. L'objectif est simple, il faut que vos besoins soient intégralement couverts par des ressources et que votre trésorerie reste suffisante. Alors maintenant que le besoin est posé, voyons les ressources de financement des plus courantes aux plus exotiques. Première grande source, c'est l'apport personnel. Alors l'apport personnel, c'est de l'argent que vous mettez vous-même dans le projet ou que vous apportent vos associés. Il peut s'agir d'épargne, de love money, c'est de la trésorerie qui provient de vos proches personnels, ou d'un apport au capital. Dans tous les cas, l'apport personnel a un rôle clé. Il renforce vos fonds propres, donc votre crédibilité auprès des financeurs, et réduit votre dépendance à l'endettement. Par exemple, vous avez un projet de prestation de service avec 12 000 € de besoin au démarrage. Si vous apportez 6 000 € et que vous cherchez 6 000 € complémentaires, vous montrez un engagement clair. Si vous apportez que 500 € et que vous cherchez 11 500 € de financement, ce n'est pas impossible, mais vous devrez compenser par un dossier très solide et souvent des garanties personnelles. Mais attention, mettre tout votre apport n'est pas forcément une bonne idée non plus. Votre projet doit vivre, et vous aussi. Vous devez garder un minimum de trésorerie personnelle pour éviter de vous fragiliser avant le lancement. Maintenant, parlons des prêts. Parce que quand l'apport ne suffit pas, une deuxième famille arrive naturellement. Les prêts bancaires. C'est souvent un pilier du financement parce qu'il permet de financer des investissements, parfois une partie du BFR, sans ouvrir le capital. En contrepartie, il y a des contraintes. Il y a un coût avec des intérêts et des frais, un remboursement qui doit rester compatible avec votre capacité d'autofinancement, et des garanties qui varient selon le projet. En général, un apport personnel d'au moins 20% sera exigé par la banque lors d'une demande de financement. C'est un minimum permettant de rassurer la banque finançant votre projet. Parce que ce que la banque veut comprendre, c'est votre capacité à rembourser. Elle va donc regarder votre prévisionnel, vos marges et votre plan de trésorerie et la cohérence globale du projet. Si votre besoin est réaliste, votre modèle est clair et votre montage équilibré, il n'y a pas de raison que le prêt soit refusé. Il existe des outils qui peuvent faciliter l'obtention d'un prêt bancaire, notamment les garanties bancaires proposées par des organismes comme BPI France ou France Active, qui peuvent couvrir jusqu'à 60% des crédits bancaires. Et à côté de la banque, 2 solutions très utiles peuvent renforcer votre dossier. D'abord, le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, c'est un prêt à la personne, à taux zéro, sans garantie ni caution personnelle, accordé par des réseaux d'accompagnement comme Initiative France ou Réseau Entreprendre. Le montant varie de 1 000 à 80 000 € selon les projets et les réseaux,
avec une durée de remboursement de 1 à 7 ans. Il sert à renforcer les fonds propres et à créer un effet de levier pour obtenir un financement bancaire complémentaire. Ensuite, il existe le microcrédit professionnel, utile lorsque l'accès au crédit classique est difficile. Depuis le 1er janvier 2025, le plafond du microcrédit professionnel a été relevé à 17 000 € contre 12 000 € auparavant. Le microcrédit est accessible aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise avec moins de 3 salariés, avec une durée de remboursement jusqu'à 5 ans et un taux d'intérêt généralement situé entre 5 et 8%. Prenons un exemple de montage classique. Camille ouvre une petite activité de restauration rapide. Elle a 25 000 € de matériel, 10 000 € de travaux et 15 000 € de trésorerie de départ, soit 50 000 € au total. Elle apporte 12 000 € personnellement, obtient 8 000 € de prêt d'honneur et elle finance le complément par un prêt bancaire de 30 000 €. Ce montage fonctionne parce qu'il combine des fonds propres renforcés et une dette raisonnable avec une logique visible. Le chiffre d'affaires devrait permettre de rembourser ces 30 000 € de prêt bancaire. Après la dette, passons à une solution qui a beaucoup gagné en visibilité ces dernières années et qui est plus exotique, c'est le financement participatif ou crowdfunding. Le crowdfunding peut prendre plusieurs formes. Les dons avec ou sans contrepartie, le prêt, l'investissement en capital. Son principal intérêt est double. Financer et tester le marché. Une campagne de pré-vente, par exemple, peut valider la demande et financer le stock initial sans emprunter. Mais il y a des points de vigilance. Si vous empruntez via du crowdlending, par exemple, il faut rembourser. Si vous ouvrez le capital via du crowd equity, vous acceptez une dilution de vos parts et des règles de gouvernance plus complexes. Et dans tous les cas, une campagne demande du travail. Il faut préparer, communiquer, gérer les contreparties au financement participatif et respecter les délais. Autre point important, le financement participatif est encadré. En Europe, le règlement européen 2020-1503 a créé le statut de prestataire européen de services de financement participatif. Ce règlement impose un agrément aux plateformes et encadre les offres avec notamment un plafond de 5 millions € par porteur de projet sur 12 mois pour les offres couvertes par ce régime. Et donc, prenons un exemple concret. Nadia lance une marque de cosmétiques artisanaux. Elle vise 18 000 € via une campagne de précommande. Si elle atteint son objectif, elle finance sa première production et elle obtient une preuve de traction du projet. Mais si elle sous-estime le temps de préparation, le coût des contreparties ou la logistique, elle peut se retrouver en difficulté. Donc le bon réflexe, c'est de chiffrer la campagne comme un mini-projet, avec les coûts associés, les marges, les délais, et un plan B en cas d'échec de la campagne de financement participatif. Quatrième source, ce sont les investisseurs. Ici, la logique change totalement. On ne parle plus de remboursement comme avec un prêt, mais de partage du capital. Cela peut être des business angels, des fonds d'investissement ou des investisseurs via des plateformes de crowdfunding. Les avantages sont clairs. Vous vous financez beaucoup plus vite, parfois sur des montants plus élevés, et bénéficiez d'un réseau et de compétences. Les contraintes le sont aussi. Vous diluez le capital, vous structurez une gouvernance souvent via un pacte d'actionnaires et vous acceptez des objectifs de croissance et de sortie qui ne sont pas adaptés à tous les projets. Par exemple, une start-up logicielle a besoin de 250 000 € pour recruter et accélérer son développement. Une banque financera rarement seule ce niveau de risque au lancement. Un investisseur en capital peut être pertinent à condition d'être clair sur la stratégie, la valorisation et le partage du pouvoir. Voilà, nous avons vu des sources de financement. Maintenant, la question la plus importante, comment les combiner ? Le principe est simple. Vous cherchez un montage qui soit à la fois solide et tenable financièrement pour vous. Solide, ça veut dire suffisamment de fonds propres pour absorber le démarrage et inspirer confiance aux financeurs. Tenable financièrement, ça veut dire que les mensualités de remboursement doivent être réalistes et la trésorerie ne doit pas se retrouver à zéro au bout de quelques mois d'activité. Je vous donne un exemple de structuration mixte. Vous avez un besoin de 60 000 €. Vous mettez 15 000 € d'apport personnel, vous obtenez 10 000 € de prêt d'honneur et vous financez 25 000 € avec un prêt bancaire. Et vous complétez avec 10 000 € via des préventes en crowdfunding. Ce type de mix fonctionne bien parce qu'il répartit le risque. Un socle de fonds propres, un levier bancaire et une preuve de marché. Pour les créateurs qui sont demandeurs d'emploi, il existe aussi des dispositifs complémentaires comme l'ARS, l'aide à la reprise ou création d'entreprise, qui permet de recevoir 60% de ses droits au chômage sous forme d'un capital en 2 versements. Et ces aides peuvent être combinées avec les autres sources de financement pour renforcer votre trésorerie de départ. Pour conclure, retenez 3 messages clés. Avant de chercher de l'argent, chiffrez précisément votre besoin. Deuxièmement, il n'existe pas de source de financement miracle, mais c'est la combinaison qui va permettre
à cette source ou à ces sources de s'adapter à votre projet. Et troisième point, un bon montage financier, c'est celui qui vous donne de l'air pour respirer, exécuter, vendre, livrer, sans mettre en tension votre trésorerie dès le lancement. Merci de votre écoute, et si vous êtes en train de créer votre entreprise, retenez ceci. La meilleure stratégie de financement, c'est celle qui vous permet de vous développer sereinement. À très bientôt pour un prochain épisode des Pros Savent.